En 72 heures, un pays entier bascule sans bruit. 23 unités se redéploient autour de Ouagadougou, soit 18% des capacités, pendant que les marchés ferment, que les radios d'État se taisent, que des ambassades annulent et que des drones inconnus traversent le ciel. Dans ce silence méthodique, que dit l'attitude d'Ibrahim Traoré à ceux qui cherchent à comprendre le sort du Burkina Faso, au-delà des rumeurs et des communiqués? Et si ce calme n'était pas l'absence de crise, mais la preuve qu'elle a été anticipée avant même de devenir visible? Ce récit poursuit un objectif précis: donner au lecteur une grille de lecture cohérente pour comprendre une crise qui ne s'annonce pas par des explosions, mais par des silences organisés. Il ne s'agit pas d'ajouter des hypothèses, ni d'amplifier des peurs, mais de relier des faits disponibles qui, pris isolément, paraissent anodins. Ensemble, ils dessinent pourtant une mécanique de pression identifiable. L'enjeu pour le public est clair: comprendre 10 minutes plus tôt ce que d'autres verront trop tard. Cette avance n'est pas symbolique, elle est stratégique. Dans le Sahel, les basculements ne se produisent pas en un jour, mais dans l'intervalle étroit où la tension se relâche. Le Burkina Faso, pays enclavé mais central, se retrouve ainsi exposé à des dynamiques qui dépassent largement ses frontières. Chaque décision diplomatique, chaque mouvement militaire, chaque message public, où tu deviens un signal interprété par des acteurs multiples. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré n'est ni un détail, ni un simple style de gouvernance. Elle constitue un point d'équilibre fragile entre anticipation, souveraineté et gestion du risque régional. En moins de 72 heures, 23 unités, soit 18% des capacités opérationnelles, ont été repositionnées autour de la capitale. Ce chiffre révèle une réalité décisive. La menace n'a pas surpris l'État burkinabé. Elle a été anticipée par une chaîne décisionnelle qui agit avant que le danger ne devienne visible. Ce basculement méthodologique, discret mais déterminant, permet de comprendre pourquoi la séquence récente n'a pas suivi le scénario attendu dans la région. À première vue, les signaux semblent dispersés. Des réunions diplomatiques y sont annulées sans explication publique. Des fonds sont gelés temporairement. Les radios d'État raccourcissent leurs bulletins. Pris séparément, ces faits relèvent de la routine administrative. Ensemble, leur synchronisation dessine une intention plus large: créer une atmosphère d'incertitude propice à la déstabilisation. Dans le Sahel, ce schéma est connu. Il apparaît lorsque l'équilibre politique d'un pays évolue trop vite et qu'une phase de pression indirecte remplace l'affrontement frontal. Le contexte régional amplifie cette lecture. Le Burkina Faso, enclavé mais stratégique, se situe à l'intersection de plusieurs dynamiques concurrentes: sécuritaires, économiques et diplomatiques. Les alliances y sont mobiles, les lignes de soutien rarement explicites. Dans cet environnement, chaque silence officiel vaut parfois plus qu'un communiqué. C'est précisément dans cet espace que la figure d'Ibrahim Traoré réémerge comme point d'ancrage. Pour une partie de la population, sa posture souverainiste représente une tentative de rupture, assumée avec des influences extérieures anciennes. Pour certaines chancelleries, elle incarne au contraire un risque de basculement géopolitique rapide. Les 48 premières heures de la crise cristallisent cette tension. Les mouvements militaires sont rapides mais mesurés. Les prises de parole sont rares, calibrées, sans escalade verbale. Cette retenue n'est pas un vide. Elle fonctionne comme un filtre destiné à empêcher l'emballement narratif. Autrement dit, la mini-révélation n'est pas seulement chiffrée. Elle est structurelle. L'État burkinabé ne cherche plus à réagir après coup, mais à neutraliser une dynamique avant qu'elle ne prenne forme. C'est ici que la question ouverte du début trouve un premier élément de réponse. Le calme observé n'est pas passif, il est stratégique. Dans les coulisses de cette phase d'anticipation, la dynamique de crise prend un visage humain.
Elle ne se lit pas seulement dans les chiffres ou les communiqués, mais dans une série de gestes discrets posés par des acteurs rarement visibles. Ces figures intermédiaires deviennent des capteurs précoces d'un État placé sous tension. Parmi elles, le colonel Sanou joue un rôle déterminant. Chargé de la sécurité présidentielle, il supervise une série de vérifications ternes menées avant toute annonce publique. Plusieurs officiers sont temporairement écartés, non pour des actes avérés, mais pour des contacts non déclarés avec des interlocuteurs extérieurs. Cette décision, technique en apparence, agit comme une barrière préventive. Elle réduit les angles morts au cœur même de la chaîne de commandement et montre que la menace n'est pas abstraite, mais déjà infiltrée dans les circuits décisionnels. Sur le terrain urbain, un autre niveau d'action se déploie. La capitaine Diarra, responsable des patrouilles nocturnes à Ouagadougou, coordonne des équipes qui opèrent dans une ville presque vidée. Les rues sont observées, les abords des bâtiments administratifs sécurisés, les mouvements inhabituels consignés, rien de spectaculaire. Pourtant, cette accumulation de microcontrôles empêche la surprise et limite les marges de manœuvre d'une action hostile. Ces deux cas illustrent un même principe. La stabilité précoce repose moins sur des démonstrations de force que sur des ajustements rapides et ciblés. Les premiers impacts d'une crise contenue ne se mesurent pas en affrontement, mais en réorganisation interne, en décisions prises à huis clos, en vigilance accrue. Le véritable enjeu apparaît alors clairement. Contenir une alerte naissante est possible, mais cette méthode peut-elle empêcher qu'elle se répète dans un environnement régional aussi mouvant ? Avant que la crise ne devienne visible, tout commence par une altération presque imperceptible du quotidien. Les bulletins des radios d'État se raccourcissent, les marchés ferment plus tôt que d'habitude, et plusieurs ambassades annulent soudainement des rendez-vous planifiés depuis des semaines. Rien n'est expliqué publiquement. Après ces premiers signes diffus, la trajectoire change de rythme et s'épaissit. Les services de renseignement détectent des échanges chiffrés inhabituels entre un petit groupe d'officiers et des interlocuteurs situés hors du territoire national. Le lexique employé, aide humanitaire coordonnée, correspond à des formulations déjà observées lors d'opérations clandestines dans d'autres pays du Sahel. L'alerte interne est déclenchée. L'activation est rapide. Le samedi, des drones non identifiés apparaissent au-dessus de la zone militaire nord. Leurs trajectoires sont brèves, répétitives, comme des tests destinés à mesurer les temps de réaction. Le dimanche, des tracts anonymes circulent dans plusieurs quartiers de Ouagadougou avec un message unique : rétablir la démocratie. Ce slogan, déjà vu à Tripoli, Bamako ou Niamey, agit comme un marqueur de campagne d'influence. Il prépare l'opinion à un renversement présenté comme légitime, avant même qu'un événement concret ne se produise. Vient ensuite le moment de bascule. Le lundi, l'état-major passe en alerte maximale. Les communications avec certaines garnisons deviennent instables. À l'aéroport, des diplomates étrangers quittent la capitale de manière discrète mais coordonnée. Le ministre de la Défense annule toutes les permissions. Les forces loyales se positionnent sur les axes clés, tandis que des blindés encerclent le palais présidentiel, la télévision nationale et les infrastructures stratégiques. La ville n'est pas en guerre, mais elle entre dans une attente tendue, presque électrique. C'est dans cet intervalle que la parole d'Ibrahim Traoré intervient. Son intervention est brève, sans emphase. Il évoque une mécanique extérieure déjà observée ailleurs et affirme que le Burkina Faso ne doit pas la subir une fois de plus. Ce discours ne cherche pas à mobiliser les foules. Il sert de repère interne, clarifiant le cadre d'action pour les unités engagées et réduisant l'espace laissé aux interprétations concurrentes. Le lendemain, la séquence change de nature. Des cyberattaques ciblent plusieurs sites gouvernementaux. Les connexions tombent par vagues successives. Sur les réseaux sociaux, des messages de désinformation se multiplient, parlant de trahison, de défection imminente, de désintégration de l'État. Pourtant, aucune garnison ne bascule. Les forces loyales tiennent leur position.
Des images d'Ibrahim Traoré visitant des avant-postes circulent alors. Uniforme poussiéreux, gestes sobres, échanges directs avec des soldats épuisés. Elle ne vise pas la propagande, mais la stabilisation morale. Le mercredi marque la résolution provisoire. Plusieurs officiers impliqués dans des échanges suspects sont arrêtés. Les rues se remplissent timidement. Il n'y a ni célébration ni démonstration de force, seulement un soulagement discret. La tentative n'a pas abouti. Le pays a résisté non par improvisation, mais par anticipation. Ce fil des événements montre une chose essentielle. La crise n'a pas été évitée par miracle. Elle a été contenue parce que chaque étape a réduit la marge de surprise, jusqu'à neutraliser le scénario attendu avant son accomplissement. Pour rendre les changements plus concrets, on peut comparer la situation d'avant à celle d'après, afin d'objectiver ce qui, autrement, resterait une impression. Avant la séquence récente, la posture sécuritaire du Burkina Faso reposait sur des alertes fragmentées et des réactions progressives. Après 72 heures, le système a basculé vers une logique d'anticipation mesurable. Ce déplacement n'est pas narratif, il est chiffré. D'abord, un signe saute aux yeux, le redéploiement militaire. En moins de 72 heures, 23 unités, soit 18% des capacités opérationnelles, ont été repositionnées autour de Ouagadougou. Cette proportion est élevée pour un pays habitué à étirer ses ressources sur un vaste territoire. Elle indique un choix clair, concentrer temporairement la force pour fermer les angles morts au centre décisionnel. Une telle densité réduit la probabilité d'une surprise tactique et raccourcit les chaînes de réaction. En clair, la vitesse a été privilégiée sur la couverture exhaustive, un arbitrage qui caractérise les réponses préventives. Ensuite, un autre signe apparaît dans les flux économiques extérieurs. Depuis le déclenchement de la crise, les échanges avec certains partenaires occidentaux ont reculé d'environ 22%. Pris isolément, ce chiffre pourrait signaler une vulnérabilité. Mis en perspective, il traduit plutôt un ajustement contraint mais assumé. Les autorités financières évoquent un recentrage vers des circuits régionaux afin d'amortir le choc. Réduire un partenaire dominant n'augmente pas mécaniquement la croissance, mais peut renforcer la marge de manœuvre politique dans une phase de tension. Le delta ici n'est pas une performance économique, c'est un déplacement de dépendance. Enfin, un troisième signe se lie dans la dynamique d'opinion. Un sondage interne mené auprès de 5000 citoyens montre que 64% attribuent la tentative de déstabilisation à des acteurs extérieurs. Ce niveau de convergence est rare dans un contexte de rumeurs et de désinformation. Il agit comme un amortisseur social, limitant la fragmentation des interprétations. Lorsque la lecture du risque est partagée, les messages alarmistes perdent en efficacité. La cohésion ne remplace pas les institutions, mais elle leur offre un temps précieux. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une matrice lisible. L'armée agit en amont, l'économie se réoriente sous contrainte, et l'opinion adopte une lecture convergente. Ce triptyque ne garantit pas une stabilité durable, mais il explique pourquoi la séquence n'a pas dégénéré. Il révèle un état en apprentissage qui transforme la contrainte en méthode. Dans cette configuration, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un nœud de coordination. Les décisions rapides, l'acceptation de coûts temporaires et l'attention portée à la perception collective s'alignent sur une même logique, maîtriser le temps. Le delta essentiel n'est donc pas seulement chiffré, il est méthodologique. La question ouverte du début trouve ici une réponse partielle. Le calme observé repose sur des choix mesurables, pas sur l'absence de menaces. Aujourd'hui, deux interprétations contrastées coexistent, et les mettre côte à côte aident à comprendre où se situe le véritable point de friction, au-delà des slogans. Dans une première lecture, largement relayée dans plusieurs médias occidentaux, la posture politique actuelle fragilise un État déjà exposé. Le rapprochement avec de nouveaux partenaires, la prise de distance avec des soutiens historiques et la rhétorique souverainiste composeraient un cocktail risqué pour un pays enclavé,
dépendant de flux extérieurs et confronté à des menaces sécuritaires persistantes. Dans ce cadre, la centralisation des décisions et la priorité donnée à la sécurité pourraient réduire les contre-pouvoirs, accroître la pression économique et isoler diplomatiquement le Burkina Faso. Le diagnostic est clair. Une stratégie perçue comme idéologique peut déstabiliser des équilibres régionaux précaires. De leur côté, de nombreuses voix africaines défendent l'idée que le statu quo était devenu plus dangereux que le changement. Elles rappellent qu'il y a quelques années, une part importante du budget national provenait de l'aide internationale, créant une vulnérabilité structurelle. La réduction progressive de cette dépendance, même coûteuse à court terme, serait une condition de résilience à moyen terme. Dans cette perspective, les choix d'Ibrahim Traoré ne visent pas la rupture pour elle-même, mais la diversification des appuis et la récupération d'une marge de décision. Le risque existerait, certes, mais il serait assumé collectivement plutôt que subi. Des centres d'analyse régionaux adoptent une position plus nuancée. Ils observent des effets mesurables mais limités. Une amélioration légère de la sécurité dans certaines provinces après la réorganisation initiale et une baisse modeste des attaques contre des infrastructures stratégiques sur plusieurs mois. Ces données ne valident ni l'optimisme excessif, ni l'alarmisme. Elles indiquent plutôt que certaines mesures produisent des résultats ponctuels, sans constituer une solution définitive. En prenant d'assez au sérieux les arguments des deux côtés, on arrive à une conclusion sobre. Le pari est ce qui est risqué, mais l'inaction l'était tout autant. La question pertinente n'est plus de savoir si cette prudence est confortable, mais pourquoi elle est désormais jugée nécessaire dans un environnement régional en recomposition rapide. À mi-parcours de la séquence, la crise cesse d'être principalement militaire ou diplomatique. Elle devient diffuse, numérique et psychologique. Les signaux ne prennent plus la forme de blindés ou d'alertes officielles, mais de récits concurrents, de rumeurs ciblées et de messages conçus pour fissurer la cohésion interne. Ce déplacement est décisif, car il rend l'adversaire plus difficile à identifier et la temporalité plus incertaine. Les pressions qui s'exerçaient autrefois par des canaux visibles passent désormais par des réseaux informels, des campagnes de désinformation et des tentatives d'influence sur les circuits décisionnels. Les rapports évoquent une stabilisation ambiguë, expression qui ne désigne ni une victoire ni un échec, mais un brouillard stratégique durable. Dans cet espace, l'objectif n'est plus de provoquer un choc, mais d'user la vigilance collective jusqu'à créer une lassitude exploitable. Face à ce glissement, l'appareil sécuritaire burkinabé ajuste ses réflexes. Les flux d'informations sont filtrés, les transmissions surveillées, les zones sensibles compartimentées. Cette adaptation traduit un apprentissage. Contenir une crise visible ne suffit pas, il faut empêcher son érosion silencieuse. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré introduit une idée structurante. La vigilance comme méthode. Elle ne repose pas sur la peur, mais sur la discipline et la répétition d'actes préventifs. La crise n'est plus un événement ponctuel, elle devient un environnement à gérer. Ce point médian révèle ainsi un changement profond. L'enjeu n'est plus seulement d'éviter un renversement, mais de protéger la cohésion face à une pression continue et sans visage. À ce stade, les effets de la séquence ne se lisent plus seulement au sommet de l'État. Ils se diffusent dans l'ensemble du tissu social et économique, touchant différemment 4 groupes clés: l'appareil public, les entreprises, les ménages et l'environnement régional. C'est à ce niveau que la portée réelle des décisions devient visible. Pour l'État, la première conséquence est une centralisation accélérée. Les circuits entre renseignement, décision et exécution sont raccourcis afin de limiter les fuites et les retards. La part du budget consacré à la sécurité augmente sensiblement, traduisant une priorité assumée. Cette évolution n'est pas présentée comme un durcissement idéologique, mais comme une mesure de protection temporaire. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré,
l'administration cherche avant tout à gagner du temps et à réduire l'incertitude institutionnelle. Pour les entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques comme les mines et l'énergie, l'impact est immédiat. Plusieurs concessions étrangères sont suspendues pour audit, créant des tensions à court terme. Les exportations reculent, mais la production locale s'est partiellement réorientée vers des opérateurs régionaux. Ce déplacement entraîne des coûts, mais il favorise aussi l'émergence de circuits plus courts et moins dépendants de capitaux extérieurs. Le risque économique est réel, mais il est intégré comme variable de la stratégie globale. Pour les ménages, la situation est plus ambivalente. L'inflation alimentaire progresse et la vigilance quotidienne pèse sur les routines. Pourtant, des mécanismes d'entraide se renforcent. Stockage collectif, réseau de solidarité de quartier, mutualisation de ressources. Ces réponses ne relèvent pas d'un discours officiel, mais d'un pragmatisme social face à l'incertitude. La stabilité se joue ici dans la capacité à absorber les chocs sans rupture brutale. Pour la région, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Le Mali et le Niger renforcent leur coordination sécuritaire avec le Burkina Faso, formant un bloc inédit. Cette synchronisation réduit certaines incursions transfrontalières et modifie les équilibres d'influence. Les partenaires extérieurs observent cette recomposition avec prudence, conscients que leurs leviers traditionnels perdent en efficacité. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise n'a pas simplement été contenue. Elle a déclenché une réorganisation à plusieurs niveaux. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un acteur isolé, mais comme le point de convergence d'un mouvement collectif qui transforme la contrainte en adaptation. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles peuvent se dessiner pour les prochains mois. Aucune ne relève de la prédiction. Chacune dépend de conditions identifiables et de choix cumulés, souvent modestes pris isolément, mais décisifs ensemble. Dans une première hypothèse d'équilibre sous tension, le Burkina Faso maintient une stabilité fonctionnelle, sans véritable rebond. Les forces de sécurité consolident leurs dispositifs, la coordination régionale se poursuit, et les tentatives de déstabilisation demeurent contenues. L'économie, toutefois, reste contrainte. Les échanges extérieurs ne retrouvent pas leur niveau antérieur, mais les circuits régionaux amortissent partiellement le choc. Sur le plan diplomatique, les frictions persistent sans escalade majeure. Ce scénario repose sur une discipline collective et une vigilance constante, sous l'arbitrage d'un pouvoir qui privilégie la prévention à la communication expansive. La posture d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une logique de gestion du risque plutôt que de transformation rapide. Dans une deuxième hypothèse plus optimiste, les réorganisations amorcées produisent en fait des effets visibles. Les partenariats régionaux gagnent en densité, les corridors logistiques s'améliorent, et certains secteurs stratégiques se stabilisent. La diversification des appuis réduit la vulnérabilité aux pressions extérieures, tandis que l'appareil d'État se professionnalise dans la gestion de l'information et de la sécurité. La cohésion sociale, éprouvée mais intacte, limite l'impact des campagnes de désinformation. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un mot d'ordre pour devenir une capacité mesurable. Ce scénario exige du temps, de la constance et une capacité à corriger sans se raidir. Dans une troisième hypothèse, plus défavorable, un choc externe, sanctions économiques, cyberattaques d'ampleur, rupture diplomatique, pourraient fragiliser l'équilibre. La pression sociale augmenterait, les marges budgétaires se réduiraient et la centralisation atteindrait ses limites. Le risque principal ne serait pas un effondrement soudain, mais une usure progressive de la cohésion et de la confiance. Les mécanismes de résilience seraient sollicités en continu, au prix d'une fatigue collective. Face à ces 3 voies, une recommandation s'impose, documenter, mesurer et ajuster avant d'interpréter. La clé n'est pas de parier sur le meilleur scénario, mais de comprendre les leviers qui permettent d'éviter le pire. Derrière les décisions stratégiques et les recompositions institutionnelles,
La crise se réfracte dans des trajectoires individuelles concrètes. Elle affecte des groupes qui ne participent pas directement aux arbitrages politiques, mais dont les gestes quotidiens conditionnent la stabilité réelle du pays. 3 catégories se distinguent particulièrement. Ceux qui informent, journalistes, enseignants, relais communautaires, occupant une position centrale. Dans un environnement saturé de rumeurs, leur rôle consiste moins à produire des opinions qu'à ralentir la circulation de fausses certitudes. Vérifier avant de transmettre, contextualiser avant de commenter, devient un acte de protection collective. Cette responsabilité pèse lourdement, car chaque information mal interprétée peut nourrir la défiance ou l'emballement. Ceux qui produisent, commerçants, agriculteurs, artisans, petites entreprises, subissent directement les tensions économiques. Variations de prix, ruptures logistiques, accès incertain à l'énergie modifient les routines. Pourtant, des réponses pragmatiques émergent. Circuits courts, mutualisation des stocks, coopération locale. Ces ajustements ne relèvent pas d'une idéologie, mais d'une logique de survie économique qui stabilise les communautés à bas bruit. Ceux qui protègent, enfin, vivent la crise dans la durée. Soldats, volontaires civils, personnel logistique enchaînent les alertes, les rotations et les contrôles. Leur fatigue n'est pas spectaculaire, mais cumulative. Leur engagement rappelle une évidence, souvent oubliée. La sécurité repose sur une répétition d'actes ordinaires, rarement visibles, mais essentiels. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre comment ces dynamiques s'imbriquent. 2 gestes simples émergent. Ralentir la diffusion d'informations non vérifiées et soutenir, même modestement, les circuits locaux qui renforcent la résilience. Ces choix n'inversent pas une trajectoire géopolitique, mais ils contribuent à maintenir un espace commun de confiance. Pour dépasser la simple gestion de crise et entrer dans une phase de consolidation durable, une méthode structurée s'impose. L'objectif n'est pas d'accumuler des annonces, mais d'aligner des actions vérifiables dans le temps. La feuille de route suivante s'appuie sur des leviers déjà activés et sur des capacités existantes, sans promettre de rupture immédiate. D'abord, il faut sécuriser les zones sensibles, en s'appuyant sur les forces armées, les unités locales et la coordination régionale. Concrètement, cela implique de renforcer la surveillance des axes critiques et de fiabiliser les transmissions. L'action est immédiate, avec des revues mensuelles, et elle se mesure par la baisse des incidents signalés dans les zones à risque. L'idée est simple, maintenir l'initiative et réduire la surprise tactique. Ensuite, il devient nécessaire d'ajuster les dépendances financières avec le ministère des Finances, les banques régionales et les opérateurs publics. Il s'agit de diversifier les circuits de paiement et d'approvisionnement sur une période de 3 à 12 mois et de suivre la part des flux extérieurs dominants, orientés à la baisse. Le but est d'absorber les chocs sans paralyser l'activité. Dans le même mouvement, il faut stabiliser les secteurs productifs clés avec les ministères sectoriels, les collectivités et les acteurs locaux. Des audits ciblés, la relance de coopératives et la sécurisation énergétique se déploient sur 6 à 18 mois. Et l'on mesure les progrès par les volumes produits, les emplois maintenus et la continuité des services. Parallèlement, renforcer l'écosystème informationnel devient indispensable. Les médias, les autorités civiles et les opérateurs télécoms peuvent mettre en place des protocoles de vérification et des réponses rapides aux rumeurs dans un effort continu. Un indicateur utile est le délai de correction des fausses informations majeures. Enfin, construire une mémoire institutionnelle permet de durer. Les écoles, les administrations et les organisations civiles peuvent documenter les décisions et enseigner les mécanismes de souveraineté sur 12 à 24 mois, avec, comme repère, l'intégration de modules civiques. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré est celui d'un coordinateur plus que d'un annonceur. La cohérence prime sur la vitesse.
La stabilité durable dépendra de la capacité à mesurer, corriger et persévérer. Dans les rues où la capitaine Diarra menait ses patrouilles nocturnes, le calme revient par fragments. Les gestes restent prudents, les regards attentifs. Rien n'est totalement acquis, mais une routine de vigilance s'installe, faite de vérifications patientes et de décisions modestes répétées chaque jour. C'est à cette échelle que la stabilité prend corps. Loin des déclarations spectaculaires. Au sommet, la présence d'Ibrahim Traoré se fait moins omniprésente, mais plus diffuse. La parole circule désormais par des relais, des administrations, des acteurs locaux qui traduisent une ligne générale en pratiques concrètes. Ce déplacement n'est pas un retrait. Il marque une transition. Transforma. Une centralité nécessaire en cohérence partagée. Les slogans se raréfient, les procédures s'affinent, et l'attention se porte sur ce qui tient dans la durée. Cette période rappelle une évidence souvent négligée. Les grandes ruptures ne s'imposent pas toujours par des chocs visibles. Elles émergent de gestes minuscules, répétés avec constance, jusqu'à modifier les réflexes collectifs. La vigilance n'est plus un état d'alerte exceptionnel, mais une discipline ordinaire. Dans ce cadre, le pays ne se définit ni par la peur, ni par la victoire. Il se définit par sa capacité à absorber l'incertitude sans se fragmenter. La cohérence devient une force silencieuse. La souveraineté commence dans les choix quotidiens. Au terme de cette séquence, une idée s'impose sans emphase. La stabilité n'est ni un slogan ni un acquis. Elle se construit dans la durée, par des choix répétés, des arbitrages mesurés et une attention constante aux signaux faibles. Dans un environnement saturé de récits contradictoires, la responsabilité collective consiste d'abord à ralentir, vérifier et contextualiser. Ce réflexe simple protège l'espace commun de discussion. La période actuelle montre aussi que l'engagement civique ne se limite pas aux institutions. Il se manifeste dans le soutien aux circuits locaux, dans la prudence face aux informations non sourcées et dans la capacité à accepter le désaccord sans basculer dans la défiance. Ces gestes n'inversent pas à eux seuls une trajectoire géopolitique, mais ils renforcent la résilience quotidienne. Le débat autour d'Ibrahim Traoré cristallise des lectures opposées. Les confronter sereinement, sur la base des faits disponibles, permet d'éviter les raccourcis. L'enjeu n'est pas d'adhérer à une vision unique, mais de maintenir un dialogue informé, même sous pression.